bataille entre la régulation européenne et les géants américains du numérique est un sujet de tension absolument majeur, Isabelle Bordry, entre Washington et Bruxelles. Est-ce qu'on a les moyens en Europe de s'attaquer aux géants du numérique et de casser en quelque sorte leur monopole? Alors, casser leur monopole, je ne sais pas, mais en tous les cas, de réguler, c'est absolument essentiel. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant pour l'innovation, il ne faut surtout pas réguler. Je pense qu'il est absolument fondamental de réguler, et de réguler en un sens qui est le sens d'ailleurs qui avait été pris par les parlementaires européens pour le RGPD, pour l'IA Act, qui est à dire de poser une fois pour toutes des valeurs fondamentales et des sortes de lignes rouges dans lesquelles l'innovation doit se déployer. On l'a très bien montré avec la protection des données personnelles, par exemple. Dans l'IA Act, la manière dont l'IA doit effectivement fonctionner, utiliser des données plus ou moins sensibles. Maintenant, ce qui est très délicat, c'est une régulation qui s'intègre dans l'exécution de ce que doivent faire les entreprises. Et là, avec le DMA, donc là, c'est plutôt une régulation pour la concurrence, c'est pas totalement l'innovation, mais c'est pour plus de liberté et de concurrence. La DMA impose l'interopérabilité et la portabilité, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de protection du consommateur, de dire le consommateur doit avoir le choix. Il doit pouvoir utiliser Google, Android, mais aussi d'autres. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut qu'il y ait des alternatives. Aujourd'hui, l'alternative à Google, l'alternative à Gemini 3, à ChatGPT, il y a Mistral, certes, mais il n'y a pas une alternative immédiate. C'est-à-dire que c'est Sequoia, bien, moteur de recherche, c'est bien de faire en sorte, c'est Sequoia européen, c'est vrai que personne ne l'utilise en réalité. Que l'on crée un univers concurrentiel, mais lorsque le consommateur n'a pas d'alternative, c'est à mon sens un peu vain. Donc je pense que la guerre ne doit pas forcément se porter sur Google via le DMA, mais la guerre doit se faire un peu en amont sur ce qu'aujourd'hui on appelle le cloud. Ce qui est en train de se passer depuis maintenant 5 ans, c'est AWS, Google, Amazon, Google, Microsoft mettent la main sur l'ensemble des données et des contenus européens en les hébergeant, c'est-à-dire en créant des espaces dans lesquels ces contenus peuvent être traités, organisés, accessibles de manière simple. Tout en promettant de protéger les données en Europe. Promis, elles ne seront pas siphonnées par les États-Unis. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que ça deskille les entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous proposez un bouquet de services, un bouquet de logiciels qui est tellement simple à utiliser que finalement, vous n'avez pas besoin de compétences en interne dans les sociétés pour, par exemple, accéder à une base de données, encadrer une base de données. Et ça, c'est absolument terrible pour la souveraineté des entreprises. C'est-à-dire qu'on est en train de déléguer notre souveraineté aux Américains. Exactement. Et aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres qui sont investis dans le cloud, c'est près de 250 milliards. Je crois que c'est même un peu plus, 265 milliards, 80% de l'investissement en Europe chez les Américains. Et là, on aurait la possibilité de créer des alternatives. Et il y en a déjà un peu. Alors, il y a OVH qui a montré quelques faiblesses, mais il y a aussi Skyway, qui est l'entreprise de Xavier Niel, qui est extrêmement performante et qui, justement, doit améliorer ce bouquet de logiciels que portent et sur lequel investissent. Alors, c'est à coût de 100 milliards. AWS a annoncé qu'ils allaient investir 100 milliards. Les investissements sont massifs. C'est 80 milliards du côté de Microsoft. Et donc, c'est surtout cet aspect hardware et software qui permet un bon encadrement et un accès simplifié pour les entreprises à leurs données. Et c'est là où est l'enjeu. Parce que si vous avez effectivement la capacité en tant qu'entreprise d'accéder à quels sont les mots-clés les plus tapés sur Google, c'est pas ça qui va vous permettre de faire un nouveau Google. Par contre, accéder de manière fluide avec des logiciels extrêmement pertinents et des algorithmes spécifiques, c'est ça qui va vous permettre de faire la concurrence. Donc le DMA, pourquoi pas ? Mais je pense qu'on se trompe de cible. Ce n'est pas Google Search qu'il faut attaquer, mais c'est plutôt faire en sorte que le Google Cloud des alternatives européennes crédibles. Pas autant d'importance. On a l'impression que l'Europe se réveille, Jean-Pierre Petit, quand même, sous les coups de boutoir de Donald Trump. On est en train de se rendre compte qu'on est une colonie numérique américaine et que la souveraineté européenne passera aussi par une souveraineté numérique. Mais c'est un peu provocateur ce que je dis, mais je l'ai déjà dit avant, déjà depuis un petit moment. C'est que vous, provocateur, Jean-Pierre Petit, Trump rend énormément de services à l'Europe.
énormément de services. Alors, il lui met en face de façon très brutale et violente sa faiblesse. Et si vous écoutez bien les discours de quelqu'un qui me paraît un peu plus étoffé intellectuellement que Trump, c'est James David Vance, là c'est encore beaucoup plus direct. Il faut lire ses écrits. Voilà. Donc Iran, et puis alors il a fait prendre conscience effectivement de la dépendance européenne, alors évidente sur le plan militaire, 4 ans après la guerre d'Ukraine, s'il vous plaît quand même, technologique, énergétique également, industriel au sens large du terme, sur l'électrification, etc., et même sanitaire, alimentaire. Enfin, c'est hallucinant ce qui s'est passé depuis 4 décennies. Alors, on vivait dans un monde multilatéral où on pensait que c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas de l'Asie de l'Est, par exemple. Tout ça pour le bien-être du consommateur. C'était moins cher aussi. Oui, mais c'est une erreur stratégique qui sera très sévèrement jugée par les historiens. Juste sur le cloud, effectivement, les 3 opérateurs américains qu'on a mentionnés tout à l'heure, ils occupent 69% du marché. Alors, il y a OVH, Cloud, il y a aussi Deutsche Telekom qui est un peu présent. Mais OVH, c'est 3%, je crois, du marché en France. Grand-chose. Tout cela, c'est 13%. Voilà, c'est 13%. Et 92% des données européennes sont stockées aux États-Unis actuellement. Vous vous rendez compte en termes de souveraineté ? 92% des données européennes. Parce qu'on a mis des normes. Le Secnum Cloud, par exemple, est une norme qui permet normalement de sécuriser nos data, nos données, en Europe. Alors sur la souveraineté numérique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on part de loin. Et je ne parle même pas de notre dépendance aux semi-conducteurs. Là, on va parler un peu plus du hard, ou aux équipements télécoms un peu traditionnels, où on est très très dépendant. Et on avait dans les semi-conducteurs des acteurs, peut-être pas majeurs au niveau mondial, mais majeurs au niveau européen il y a 25 ans. Voilà. On a SML, on a ST Micro. Et après, quand vous regardez le développement de la Chine avec DeepSeek, ils ne demandent pas à Google de leur fournir leurs résultats de mots-clés. Et donc, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas en essayant d'aller capter de l'information. Ce qu'il faut, c'est effectivement s'assurer que les contenus soient disponibles, raisonnablement disponibles par tous. Par exemple, Google Scholar. C'est une source absolument incroyable qui permet, c'est dans Google Scholar, vous avez l'intégralité des brevets. Donc c'est absolument extraordinaire, qui ont été numérisés. Ça, c'est une source importante sur laquelle il faut effectivement, l'Europe dise, il faut que Mistral puisse y accéder. Oui. Ça, c'est important. Mais maintenant, il faut... Et les procédures donc lancées là à Bruxelles sont censées le permettre. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt sur la recherche, c'est-à-dire Google Search, qui est toujours l'annuaire, ou en tous les cas l'engin de recherche, et sur lequel s'appuient les politiques aujourd'hui. Et je pense que c'est ça la difficulté, c'est qu'ils ne ciblent pas les bons produits. Ils sont un peu en retard, finalement, par rapport aux besoins du marché. Mathieu Plane. Non, je vais juste un ou deux mots, mais je partage tout à fait ce qui a été dit. Mais c'est vrai que c'est pas nouveau, le risque de colonie numérique européenne face aux États-Unis. Si on regarde aussi les chiffres macro, on voit que finalement, on a un excédent commercial sur les biens qui est important entre Europe et États-Unis. On a 200 milliards d'excédents. Par contre, on a un gros déficit sur les services. Oui, ça équilibre à peu près du coup dans l'ensemble. Ça équilibre pas quand même, mais... Des services numériques. Donc c'est vrai que c'est un enjeu majeur, à la fois pour des raisons économiques, mais des raisons stratégiques, de souveraineté. Il faut le construire vite. Ça veut dire aussi des investissements massifs et qu'il faut mobiliser. C'est dans le rapport Draghi. Et donc il faut des moyens. C'est dans le rapport Draghi. On dit voilà, il faut un plan de 800 milliards et vous en avez à peu près 150 que vous devez consacrer justement au numérique, à cette innovation-là. Ah, c'est ça. Et donc, après, comment vous le fléchez, c'est autre chose. Mais on sait que c'est des enjeux massifs, surtout quand on voit que ce soit les États-Unis ou les Chinois, les investissements qu'ils réalisent et la vitesse à laquelle ils vont. Mais on a les ressources en Europe pour faire ça. Je pense qu'il y a des financements. Regardez, les entreprises investissent 285 milliards ou 270 milliards dans le cloud. Cet argent existe. Et donc, s'il y avait des alternatives financées au départ, peut-être par l'État, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité à ne pas proposer de bons services. Et lorsque vous avez des services alternatifs, la concurrence se fait toute seule. Vous n'avez pas d'obligation à légiférer sur la portabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la portabilité ? C'est effectivement, sur le papier, protéger le consommateur sur le fait qu'il puisse utiliser sa donnée dans d'autres services. Mais si les autres services n'existent pas, ça n'a pas de sens. Donc il faut créer et aider en amont. Mais ils existent tous ces services en Europe. On a fait Anthony Morel, notre spécialiste
Tech à BFM Business a fait une chronique hier hyper intéressante sur toutes les alternatives européennes à tous les services qu'on utilise, que ce soit les comptes mail, les réseaux sociaux, mais sauf qu'on les utilise pas. En fait, très peu. le sujet, et on revient au sujet précédent, c'est l'échelle, c'est la mise à l'échelle. Oui. Et aujourd'hui, il y a des excellentes sociétés qui fournissent des emails, ProtonMail, société suisse, c'est 100 millions d'utilisateurs. ProtonMail est formidable. Spotify est une société européenne. Donc, il y a effectivement des licornes et il y a des excellents produits. La difficulté, c'est le passage à l'échelle. Oui. Et c'est le passage à l'échelle parce que l'Europe, c'est quand même... c'est effectivement le premier plus grand marché de consommateurs. Mais c'est des langues différentes, c'est des cultures différentes. Et puis c'est un marché fragmenté, ce que vous nous dites. Voilà, et il n'y a pas un financement lever européen, les barrières internes. Voilà, qui permettent de passer à l'échelle. Mais il y a des petits pays qui s'en sortent très bien du point de vue de la dépendance numérique. Prenez tous les pays d'Asie de l'Est, la Corée du Sud, Taïwan. C'est des pays qui ne font pas partie d'un grand ensemble, mais qui s'en sortent très très bien. On parlait tout à l'heure de la démographie, de l'immigration. Oui. Je fais juste un petit retour rapide. Savez-vous quel est l'indice de fécondité de la Corée du Sud ? 0,7. C'est un des plus faibles au monde. Et comment ils compensent ça pas par un flux, enfin pour l'instant pas par un flux migratoire plus important. Ils mettent à fond le paquet sur la productivité. La productivité, ça vient d'où principalement de l'innovation technologique. Oui. Et puis un peu sur les taux d'emploi, le taux d'emploi féminin au Japon par exemple. Parce que le Japon aussi reste une puissance technologique, il ne faut pas l'oublier. Et l'éducation. Et l'éducation, bien sûr. La Corée a investi énormément en éducation. Et notamment dans les domaines scientifiques. Et le niveau n'est pas tout à fait le même niveau éducation que les classements PISA, effectivement, qu'on a tous les 4 ans et où la France recule d'année en année, effectivement.